Bonjour tout le monde. Moi, c'est Martin. Je suis cofondateur puis directeur du développement mobile chez Mirego. Je fais partie des bébites qui n'aiment pas ça vraiment le management puis qui préfèrent avoir encore les mains dans l'huile. Je travaille avec une gang de motivés complètement fous dans la tête. C'est super motivant de travailler à tous les jours. Puis mon but aujourd'hui, en fait, c'est de vous parler un peu de la dernière bébite qu'on a décidé d'explorer, qui est Kotlin multiplateforme. Pourquoi le multiplateforme, ça a été un choix pour nous? Ce gars-là est monté sur le stage en 2008 puis il a dit Hey, ça va être possible de faire des applications mobiles pour les téléphones iPhone puis de déployer ça à tout le monde. On s'est dit Hey, ça va être vraiment hot. Fait que dans l'ordre, on a envoyé un press release en disant qu'on était les meilleurs concepteurs d'applications mobiles au Québec, puis après ça, on a ouvert la documentation. Fait que on s'est dit ça va marcher. Au début, ça allait vraiment bien, parce qu'il y avait juste iPhone, fait que tu développes l'application pour iPhone, tu ships ça, tu te tapes dans les mains, tout le monde est heureux, puis ça va bien. Puis rapidement, Android a pris des parts de marché. Mais comme Android, c'était vraiment encore une petite part de marché, ce que tu pouvais faire, c'était dire, moi, je vais te développer ton application, puis une fois qu'on s'est tapé dans la main, puis qu'on a réalisé iPhone, on va faire un port du code sur Android, puis on va shipper ça. Puis pour vrai, ça allait vraiment, vraiment bien. Les parts de marché d'Android ont commencé à devenir de plus en plus forts. Puis là, les clients étaient là, réalisé 6 mois plus tard, c'est pas tant nice. Fait que, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de commencer l'app iOS un petit peu avant. Puis à un moment donné, quand l'app iOS était assez avancée, commencer à porter le code sur Android. Ça va bien. Parce que faire des features, c'est quand même facile. Qu'est-ce qui allait mal? C'est quand le client arrivait et il disait Hey, tu sais, la feature que tu as développée il y a 2 mois, j'aimerais savoir une modification. Fait que là, il fallait apporter la modification sur ces 2 plateformes. Mais encore là, c'était cool. Sauf que avec les parts de marché d'Android qui sont devenues quasiment égales, ça devient nécessaire de réaliser en même temps, puis d'être reviewé en même temps par le client, puis après ça, les modifs qu'on avait au début, il y a 2 mois, ils arrivaient encore. Puis là, si, mettons, je m'installe avec un dev à côté de moi, puis la feature qu'on est en train de faire, c'est je swipe une fille, puis quand il y a un match, il y a un match, puis que le gars, lui, fait comme un pré-fetch des matchs possibles, puis tout le kit, puis que moi, je le fais après, il y a une différence, en fait, dans le comportement de l'app. Mais les 2 devs ont raison. Mais là, après ça, ce que ça fait, c'est que le client, il regarde les apps side by side, puis il fait comme, mais non, mais vous êtes cabochon, vous ne l'avez pas fait pareil. Fait que là, ça devenait quand même vraiment, vraiment compliqué. Fait que les managers, puis les vendeurs, puis tout le kit, en plus, ils nous disent, hey, by the way, on commence à vendre du web, des montres, des iPads, des tablettes. Puis là, on a regardé ça, on a dit, non, ça ne scalera pas à terme. T'sais. Fait qu'on s'est dit, il doit bien y avoir une solution qui existe. Fait qu'on a commencé à regarder les produits qui existaient sur le marché qui permettaient de faire du cross-platform. Puis là, mon but, ça, c'est pas de dire pourquoi on ne les a pas choisis. Puis Flutter n'est pas là-dedans. Puis à l'époque, React Native n'existait pas. C'est plus tard qu'on l'a regardé. Mais ça nous forçait à faire des compromis, ces produits. On ne pouvait pas, par exemple, mettre le Material Button sur Android, puis après ça, mettre le bouton d'en bas sur iOS, puis la navigation n'était pas parfaite. Puis les transitions, on s'entend que les transitions sur iOS, les transitions sur Android, les transitions sur la TV, c'est pas la même chose. Fait que là, chaque plateforme a comme ses concerns, mais fondamentalement, la plateforme, c'est ça qui fait qu'on dégage une émotion positive quand on utilise un produit. Là, on s'est dit, moi, ce que je veux, finalement, c'est partager le fait que si mon utilisateur n'a pas 18 ans, il ne peut pas voir de la pornographie. Ça, c'est important dans toutes mes plateformes. Puis là, après ça, comment je l'affiche? Ça reste vraiment un concern de plateforme. Puis on va se le dire, chez Mirego, les gars qui trippent Android, ils trippent vraiment fort Android, là, puis leur transition Android est importante. Puis les gars iOS, ils trippent vraiment iOS. T'sais. Puis après ça, mais tu as les gars web là, qui parlent tout le temps de JavaScript, puis de V8, puis toutes ces affaires-là. Mais eux autres, là, c'est important le preload time. Fait que finalement, on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut satisfaire tout le monde parce que, ça prend un environnement de travail le fun. T'sais. Puis après ça, il faut satisfaire la plateforme. Donc, on a décidé de développer notre propre solution in-house qu'on a appelée Scratch. Fondamentalement, Scratch, que c'est, la guire verte, là, ça, c'est JDOBJC. Ça, c'est de quoi qui est fait par Google. Ça prend du Java, puis ça le transpile en Objective-C.
À l'époque, c'était hot en tabarnouche parce que tu faisais du Java sur Android. Fait que là, tu codais ton Android. Puis là, tu faisais aussi la fonctionnalité en arrière pour iOS. Puis après ça, tu transpilais le tout. Puis ça arrivait en Objective-C. Tu le loadais dans ton dans, dans Xcode, puis ça fonctionnait. Puis c'est vraiment très, très nice. Puis avec le temps, des clients ont demandé aussi que leur app soit sur le web. Fait qu'on a développé J2JS. Puis J2JS, fondamentalement, ça fait exactement la même affaire. Là. Ça compile du Java en JavaScript. Il y a beaucoup de compromis à faire quand tu te ramasses dans un environnement comme ça, parce que c'est tout comme un paquet de ramassis de techno qui sont raboutés ensemble. Puis il faut que tu saches un peu, quand tu écris ton code commun, comment que ça va sortir l'autre bord pour que ça soit performant et que ça ait du sens pour les plateformes. Ça, c'est la slide la plus importante. Là. Je vais prendre une gorgée avant d'en parler. Mais fondamentalement, ce qui est important dans la plateforme, c'est tous les services. Fait que là, dans le fond, tu sais, la requête HTTP, tu veux tuner ta cache, tu veux tuner les headers, tu veux tuner la compression, ton stockage, ton I/O, ça, c'est toutes des choses que tu veux tuner. Le UI, tu veux l'avoir par plateforme. Tu veux vraiment mettre ton bouton de la couleur qui fit pour la plateforme parce que, mettons, le bouton cancel sur Android TV puis le bouton cancel sur Apple TV, il n'est pas de la même couleur puis il n'est pas en même place puis le casing n'est pas pareil. Mais par contre, comme je disais, toute la logique d'affaires de c'est quoi le header que ça prend pour faire telle requête, ça, c'est du code commun parce que pour toutes les plateformes, c'est nécessaire. Donc c'est un peu comme ça qu'on est allé. Avec le temps, on a développé, ça doit faire à peu près, j'aurais le goût de dire 7 ans qu'on a parti ça. On a fait, je ne vais pas dire 100 produits, mais ça doit tendre vers 100 avec ce tool-là. On a du tooling incroyable. Même les produits qu'on développait juste pour une plateforme, maintenant, on utilisait Scratch pareil parce que notre tooling, non seulement on le maîtrisait, mais il était vraiment, vraiment performant. Puis on a même shippé des produits autant sur iOS, sur iPhone, Android, les tablettes, les TV, les watch. On a fait des bornes avec ça, on a fait des TV. Fait que, fondamentalement, ce produit-là, il a été vraiment, vraiment super rodé. Sauf que, tu sais, avec le temps, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle demoiselle dans le marché. Oups, skipper une slide. Ah bon! Fait que fondamentalement, c'est ça. Fait que je suis arrivé, puis j'ai commencé à regarder ça, puis j'ai dit, maudit Colin que ça va être hot. Puis la raison qui fait que ça, c'est hot, c'est qu'au lieu d'être notre ramassis, en fait, de convertisseurs, c'est un compilateur Kotlin qui va le faire pour nous. Puis, fondamentalement, le mécanisme en arrière de ça est assez simple. C'est que dans la partie commune, tu déclares des classes qui sont attendues par Kotlin, puis dans chacune des plateformes, tu es capable de coder la classe. C'est ça, tu es capable de coder la classe pour la plateforme. Donc, dans l'exemple suivant, dans le fond, j'ai le console logger. Fait que la partie commune s'attend d'avoir un console logger. On le fait en JavaScript, on le fait en JVM, on le fait en iOS. Puis, ça nous permet, dans notre code commun, d'utiliser le console logger de manière très simple, puis de manière transparente. Fondamentalement, au compile time, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va prendre le code commun, il va prendre le code de la plateforme, puis il va générer soit un jar pour JVM, il va générer soit un framework Objective-C pour Xcode, ou il va générer un CommonJS pour JavaScript. By the way, il y a d'autres outputs que ça, là, mais CommonJS, c'est vraiment l'affaire qui goûte le mieux. Les interrupts, c'est ça qui fait que c'est l'affaire. C'est ça qui nous a poussé à aller là, en fait. C'est que, étant donné que pour chacune des plateformes, il y a un effort vraiment intense qui a été fait pour respecter comment je pourrais dire, les classes natives, les standards libres des plateformes. Donc, par exemple, sur JavaScript, ce qui est hot. Nice. Je me perds entre mes slides, je suis vraiment désolé. Fait que dans le fond, JavaScript, ce qu'il va faire, c'est qu'il va convertir des arrays en arrays natifs. Il va convertir des objets en objets. Puis il va convertir les numbers, sauf les langues, là, mais il va quand même en convertir beaucoup
Puis avec JavaScript, ce que ça te permet, c'est de faire du destructuring. Naturellement, tu peux importer tes libres comme tu le ferais si tu utilisais un module NPM. Puis, c'est la même chose en Swift. Fait qu'en Swift, les arrays sont convertis en listes. Puis, par contre, il y a une support basic des generics. C'est très de base, là, mais c'est quand même nice. Puis, il y a les coroutines. Les coroutines Kotlin, c'est quand même très nice. C'est comme un peu le nouveau trading model qu'ils veulent amener. Ça permet de faire des opérations asynchrones, un peu comme des promises, pour gérer ton life cycle de tes méthodes asynchrones. Puis, sur iOS, il y a du garbage collection. En JavaScript, il y en a de base, puis Kotlin Multiplatform va matcher ton garbage collection. Puis, sur iOS, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ton retain cycle a passé, lui, à l'occasion, comme le garbage collection, il va faire du mark and sweep, puis il va déterminer, dans le fond, quel objet a des références cycliques, puis il va être capable de s'en débarrasser. Notre premier projet Kotlin multiplateforme, on l'a approché d'une manière un peu, je dirais, frileuse, parce que, c'est notre premier, on savait qu'on allait avoir besoin d'apprendre. On avait beaucoup plus d'expérience dans le multiplateforme au niveau du mobile. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est mobile, on y va all-in. Fait que mobile, on va y aller avec les headers HTTP, puis on va faire des requêtes HTTP dans partie mobile, puis on va aller jusqu'au UI, ce qu'on va dire, c'est ça le label qu'il faut que tu affiches. Puis pour le web, ce qu'on s'est dit, c'est OK, on va faire les requêtes avec Apollo, là, parce que, Apollo, c'est vraiment nice. Puis une fois que les requêtes vont rentrer, on va y passer dans un module commun qui va être un module fonctionnel qui va faire du in puis du out. Puis, ça va nous permettre de faire nos règles d'affaires. Donc, si par exemple, on a une tuile affichée, puis sur la tuile, on a un titre, puis le titre devrait être en uppercase, bien, le code commun va faire ça. Puis, du côté web, ce qu'on fait, c'est que ce module CommonJS-là, on va le sortir, on va l'utiliser dans notre application React. Puis, nous autres, notre module Common Mobile, qui est aussi fait en Kotlin multiplateforme, utilise la librairie commune pour, après ça, sortir les différents frameworks. Il y a une journée, j'étais vraiment en tabarnak. Puis, ce qui est arrivé, c'est que JD m'a envoyé ce slide-là pour comme me remonter le moral, mais ça n'a vraiment pas fait la joke. Mais c'est parce que je suis tombé sur ce truc-là dans la documentation. Fondamentalement, en Kotlin multiplateforme, tu ne peux pas changer un objet de thread à moins de le rendre immuable. Ça veut dire que tu ne peux pas utiliser de variable ou tu ne peux pas utiliser de thread. Fait que là, ce que ça a fait dans ma tête, c'est un peu ce réflexe-là. Puis là, je me suis dit, finalement, Kotlin multiplateforme, c'est pas prêt. On ne sera pas capable de l'utiliser. Mais j'étais vraiment quand même en amour là, avec ce framework-là parce que les interrupts étaient tellement forts, puis parce que c'est un nouveau langage. Puis c'est le fun d'écrire du Kotlin, ça. Fait que je me suis dit, ça se peut pas. Je continue à diguer dans Doc, puis je continue. Oups, pareil. Puis je tombe sur cette belle classe-là qui s'appelle l'Atomic Reference. Puis l'Atomic Reference, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de mettre un objet immuable dans un Atomic Reference qui, lui, est dans un objet immuable, mais ça permet de muter la valeur à l'intérieur de l'Atomic Reference. Là, c'est peut-être compliqué ce que je viens de dire, mais fondamentalement, c'est comme un holder dans lequel tu peux mettre une variable. Fait que là, ça te permet d'avoir des variables. Sauf que si tu regardes le code qui est là, ben, tu ne veux pas coder un app au complet avec du code de même. Ça fait vraiment un app un peu tough à maintenir puis pas le fun à regarder. Puis, fondamentalement, je prends une petite parenthèse ici là, pour rendre un objet immuable, il y a une méthode freeze. Fait que dans le fond, nous autres, on l'a créé comme Mr. Freeze, que tu peux faire mrfreeze.freeze dans n'importe quel objet, dans n'importe quelle plateforme. Une autre parenthèse, pourquoi ils ont fait ça juste sur le natif, je ne le comprends pas. Mais fondamentalement, c'est qu'ils ont des limitations au niveau de la mémoire, étant donné qu'ils ont un garbage collector sur iOS. Leur garbage collection fait du mark and sweep sur des objets, puis ces objets-là ne peuvent pas être modifiés parce que, dans le fond, le mark and sweep va mal marcher sur la plateforme parce que quand ils changent un objet de thread, ils gardent une référence pour être capable de faire du mark and sweep multithread. Quelque chose comme ça.
Fait que, on a décidé d'y aller avec du Reactive Functional Programming. On avait déjà pas mal d'apps qui marchaient de même chez Mirego. Là, je veux dire, c'est comme the way to go anyway. Puis, fondamentalement, on décompose en logique en petits blocs qu'on réutilise. Fait que tout est des valeurs qui sont immuables. Puis, ça nous permet de faire ça. Puis, la partie belle de ça, c'est que quand tu moques le storage puis le network, qui sont des implémentations de plateforme, bien, ça devient vraiment facile à tester tout ton code parce que ton code, il n'y a plus d'état. Fait que vive les plus d'état. Bon. Je suis venu ici, je veux dire, je ne vous montrerai pas comment faire du Kotlin multiplateforme. Là. Il y a de la doc en ligne, il y a des vidéos YouTube, tout le kit, puis vous le voyez bien que je ne suis pas tant un super bon présentateur. Fait qu'à la place que je vais faire, c'est que je vais vous donner comme toutes les places que je me suis fraisé. Fait que comme ça, si jamais ça vous tente de l'essayer, vous n'aurez pas besoin de vous fraiser vous autres aussi. Bien, Kotlin multiplateforme, c'est expérimental. Okay? C'est quand même stable. Ils font vraiment attention pour ne pas introduire de breaking change. Puis clairement, qu'est-ce qui n'est pas nécessairement freezé, tu le sais, dès que tu écris la méthode, ça dit hey, by the way, c'est expérimental, ça. Puis ça, ils en mettent vraiment partout. Ils font quand même. Je veux dire, quand ils migrent de version, il y a très, très peu de changements à faire. Mais clairement, il faut que tu sois créatif un peu parce que tu vas empoigner des petits cas où ils n'ont pas pensé à telle affaire. Puis aussi, la stdlib de Kotlin multiplateforme qui est disponible dans Common est vraiment très, 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 très faible. Fait que nécessairement, comme par exemple, si ça te tente de faire une date, ben tu n'as pas de date. Il faut falloir que tu fasses ta date par plateforme. Fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis en JavaScript, c'est important de faire des arrays au lieu d'utiliser des listes. Parce que, fondamentalement, quand lui va transpiler le code, si tu as fait une liste, il va utiliser la liste de la stdlib, qui est une implémentation Kotlin JS. Puis ça, c'est pas tant performant comparé à un array JavaScript. Fait que si tu utilises des arrays JavaScript, ben là, tu es full natif, puis tu utilises des objets, tu es full natif. Puis si tu utilises des maps, ben là, tu n'es pas natif, puis là, tu vas avoir des pertes de performance. Fait que arrays all the way. Learn to shake trees. Dans le fond, il y a comme plein de façons de l'approcher. Si tu fais, par exemple, ton app avec Kotlin React App, là, pour faire une application React en Kotlin, bien, ce que ça va faire, c'est quand ça va compiler, il va checker toutes les méthodes qui sont utilisées, il va prendre le Kotlin JS, il va l'optimiser pour toi, puis il va te sortir ça. Mais la librairie, dans le fond, qui est disponible sur NPM de Kotlin JS fait genre un petit peu plus qu'un meg. Un petit peu plus qu'un meg sur le web, c'est un peu plate à loader quand ton app boot. Donc, si jamais tu te fais une librairie comme nous autres on a fait, là, fait que, dans le fond, on a une librairie commune qu'on expose à un app React, bien, c'est assez important au niveau de la compilation que tu fasses toi-même ton tree shaking pour te débarrasser du dead code. Use freezing with care. Je vous ai parlé de la méthode freeze en natif. Ça, c'est vraiment nice, tout le kit, mais ça a un coût assez important. Okay? Si tu freezes genre 3-4 objets sans main thread, ça ne paraîtra pas, mais si tu en freezes 97 d'un coup, ça va paraître, puis quand tu vas scroller, ça va un petit peu laguer. Donc, mettons, rule of thumb, tu freezes sur le background thread, puis après ça, tu ramènes tes objets sur la main thread. Si tu es obligé de passer un objet dans la main thread qui va s'en aller ailleurs, ben, j'ai une solution qui s'en vient tantôt. Don't blindly trust the garbage collection. Pour vrai, c'est vraiment nice d'être capable de coder dans un langage, puis après ça, qu'il s'en va sur plusieurs plateformes, puis que la mémoire se gère pas mal de la même façon. Sauf que ce qui arrive avec le Garbage Collection sur iOS, c'est que si tu fais de quoi tu n'as pas besoin en plus d'être vraiment compliqué. Là. Si, mettons, tu mets ta référence de toi-même d'un lambda, d'un objet qui te connaît, là, le Garbage Collection, il ne comprendra pas ça. Donc, c'est assez important toi-même, en fait, là, de faire non seulement tes tests, puis après ça, de t'assurer que tu ne fais pas des références cycliques. L'autre chose, c'est que si tu crées un objet en Swift, puis que tu le passes à ton module Common, qui est ton framework Objective-C, ça non plus, ça ne va pas fonctionner. Lui, dans le fond, il n'est pas capable de faire du mark and sweep sur un objet qui a été créé en Swift.
Donc, ça va leaker. Donc, il y a ces petites parties-là qui sont quand même assez importantes là, à garder en tête. Puis, oups, j'aime vraiment ça quand ça switch à 2 slides. Dans le fond, non. Forget coroutines. Là, moi, je tripais vraiment ces coroutines. J'ai commencé à faire une implémentation vraiment hot, réactive, avec des coroutines, toute la quête. Le problème des coroutines est assez simple. Bon, j'ai expliqué le concept d'immutabilité. Yeah. Puis, tu arrives à une coroutine, puis les blocs de coroutine se font passer le contexte de la coroutine, puis le contexte de la coroutine est mis à jour lorsque la coroutine s'exécute. Fait que mis à jour égale mutabilité. Fait que là, t'es un peu baisé avec ça. Donc, les coroutines marchent juste sur la main thread, fondamentalement. Puis, ce que tu veux, c'est pas exécuter de code sur la main thread. Donc, pour maintenant, les coroutines, c'est peut-être à mettre de côté. Actuellement, on est à Kotlin 1.3.5.0. Ils ont sorti en genre de très, très expérimental une version relax de la mémoire qui permet de passer des objets muables d'une thread à l'autre. Ils essaient vraiment de travailler sur le problème. Puis là, ben, ça leak vraiment beaucoup. Puis c'est connu, là, ils le disent, c'est comme, hey, on s'en va par là, mais ça leak, fait qu'utilisez pas ça. Fait que pour l'instant, nous autres, on se tient un peu loin de ça, mais c'est clairement quelque chose qu'on va regarder parce que les coroutines, c'est un peu une des features vraiment nice de ce langage-là. Puis là, je dis one more thing. Ce matin, juste avant de m'en venir, j'ai pesé sur Make Public, sur ce repo-là, qui est tricot.streams. Avec le temps, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de faire notre propre implémentation des patterns réactifs de Reactive Stream qui implémente l'interface de publishers de Reactive Stream. Puis, dans le fond, on a une suite à l'interne qu'on a développée là, qui est tricot.graphql, tricot.http, tricot.storage, tricot.bluetooth, toutes ces affaires-là. Mais c'est rien qu'on ait game de réaliser comme at large, à part tricot.stream qui est comme l'implémentation de base. Qu'est-ce que ça a dans tricot.stream? Ça, c'est vraiment nice. Atomic and Weak Reference. Fait que dans le fond, si tu as besoin d'utiliser des Atomic Reference cross-platform, tu es capable de l'avoir. Dans le fond, on a monté beaucoup de stock dans Common. Fait qu'on a fait les implémentations dans toutes les plateformes, puis on les a montées. On a aussi les timer and date. Il n'y avait pas de timer, il n'y avait pas de date. Fait qu'on a fait des implémentations. Puis, by the way, là, les dates, c'est quand même une implémentation basique. Là. Si tu as besoin d'être vraiment ultra précis dans les dates, puis de catcher les minutes qui ont 61 secondes, puis tout le kit, là, on ne s'en va pas jusque-là. C'est vraiment juste du epoch avec des plus-moins duration. Après ça, on a des threads et des queues. On ne peut pas utiliser coroutine, fait qu'on a fait notre propre implémentation de threading et de queues pour qu'on soit capable d'utiliser ça dans le multiplateforme. Puis là, j'ai inventé ce terme-là, le Manage Defer Immutability. Dans le fond, c'est que, bon, freezing as a cost, puis, tu sais, nécessairement, tu ne veux pas gérer ça. Fait que quand tu utilises les publishers, puis ma prochaine slide, elle montre comment, quand tu utilises les publishers, lui, il va garder les références, tous les objets, puis il va faire du freezing seulement quand il y en a besoin, seulement quand les objets vont changer de thread, seulement quand il va avoir un enjeu au niveau de la plateforme. J'en ai pas parlé, mais quand tu fais une erreur avec l'immutabilité, ton app, elle crash de manière vraiment intense, mais le message d'erreur qui dit « Hey, tu as touché à un objet d'un autre thread, tu n'as pas le droit de toucher à un objet d'un autre thread », est quand même assez clair. Dans le fond, ça, c'est le code commun. Fait que dans le fond, mettons, network.asConnection, c'est un publisher. Puis après ça, ben, on a comme des transformateurs. Fait que va-t'en à la background queue, va me chercher un autre publisher en fonction de si tu as une connexion ou pas. Dans le fond, transforme mon user pour avoir juste le username. Puis là, c'est là qui est hot là, avec tricot.stream. C'est le binding natif. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne? C'est que tu binds un publisher sur une propriété d'un objet, puis lui, dans le fond, automatiquement, il va matcher, puis il va catcher c'est quoi le generic à appliquer. Il va faire automatiquement un subscription. En iOS, ce qu'il va faire, c'est qu'il va respecter le life cycle dans le sens que si ton objet meurt, automatiquement, la subscription va se canceller. Fait que tu as juste besoin de binder tes affaires puis de carry à propos de ça.
Puis après ça, sur Android, étant donné qu'on a utilisé les interfaces de ReactiveStream, c'est compatible 100% avec Live Data. Live Data, pour ceux-là qui ne connaissent pas ça, ça se base sur le Lifecycle Manager d'Android. Fait que si, par exemple, une vue vient avec un Lifecycle, puis quand la vue tombe en background, quand ton app va en background, lui, il va dire hey, on se déconnecte, puis quand elle revient en foreground, hey, on se connecte. Fait que c'est comme deux life cycles différents, mais on tenait vraiment à respecter les life cycles des plateformes plutôt qu'avoir le même life cycle. Vous voyez ici qu'on n'a pas comme de plugin JS, puis c'est la raison un peu de l'architecture que je vous ai montré tout à l'heure. Pour le JS, ils n'ont pas utilisé les publishers parce qu'on était un peu frileux à aller jusque-là. Par contre, je veux dire, ça compile en JS, puis c'est super facile de se binder, mais ça va venir. Wow. Je tenais vraiment à mettre ce slide-là. Ça fait un peu le tour de ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des commentaires. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation, vraiment intéressant et très actuel. J'aurais une question en fait pour revenir peut-être un peu plus sur une des premières slides que tu as présentées, à savoir pourquoi entre autres les solutions comme par exemple React Native, Cordova, tout ça font une gap. On entend beaucoup parler aussi de Flutter qui est supporté par Google, créé en Dart. J'aurais aimé ça savoir un petit peu avec toi en fait, c'est quoi tu penses de tout ça, pourquoi rejeter ces solutions-là? Merci. Je me doutais vraiment que j'allais avoir cette question-là. Fait que je vais essayer d'avoir l'air préparé. Pour vrai, chacune de ces solutions-là a vraiment du bon. La première chose, mettons que dans nos choix, ce qui était vraiment important, c'est qu'on ne voulait pas un framework. On voulait vraiment un toolbox. On voulait vraiment être capable de faire du code sur plusieurs plateformes, mais de ne pas être taillé à un framework. Puis l'autre chose, c'est qu'on voulait être capable de dire demain matin, on laisse ce tool-là, puis on migre à un autre tool. Quand tu y vas avec des frameworks, par exemple, comme React Native, tu es un peu taillé par rapport à ça. Puis ces frameworks-là, ils viennent avec leur propre life cycle. Fait que là, tu te ramasses avec le life cycle du framework, le life cycle de ta plateforme. Là, ça complexifie vraiment les choses. L'autre chose, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais tu sais, on fait pas juste du Android et iOS. On fait Android, iOS, on fait du web, on fait des bornes, on fait des watch, on fait des TV. Puis là, tu arrives vraiment avec des solutions qui te taillent un peu là-dedans. Ça, c'est ça. Puis, même l'autre chose, c'est que quand tu arrives et tu veux développer, il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit dans ton flow de développement. Donc, nécessairement, quand tu développes, par exemple, en React Native, bon, tu es en React Native, puis là, tu arrives, puis là, tu as besoin de faire un feed audio. Puis moi, ça a été ça, en fait, l'app que j'ai faite en React Native, c'était ça, c'était un app où tu enregistrais, ben moi, en fait, c'était pas mon band, là. Fait que tu enregistrais un jam, puis après ça, tu le partageais aux membres du band, puis après ça, tu pouvais laisser des commentaires, puis écouter le jam, puis dire à quel point qu'on n'est pas bon, là, mais c'était un peu le but, tu sais. Puis, fondamentalement, au début, je tripais vraiment beaucoup. Puis là, à un moment donné, tu arrives, c'est comme, OK, mais je vais écrire le recorder sur chacune des plateformes parce que tu n'as pas ça en React Native. Puis là, ça devient confortable un peu parce que là, tu écris ton component, là, tu retournes dans React Native, là, tu le bootes. Tandis que quand tu arrives avec des frameworks comme Kotlin multiplateforme ou encore ce qu'on a fait en JDOBJC, bien là, tu es dans Android, tu développes ton app, puis là, tu développes ton petit module. Fait que là, tu es capable vraiment d'itérer au travers de ton code qui est naturellement dans ta plateforme. Fait que là, en partant, tu as une plateforme qui est native. Puis après ça, une fois que ce code-là est vraiment testé, bien là, c'est plus facile de migrer vers ton autre plateforme ou tes autres plateformes. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Cours. Allô? OK. Moi, j'avais une question, en fait, au niveau du flow de développement. Donc, si je réinterprète ce que tu viens de dire, vous développez en premier sur Android, puis ensuite vous portez vers les autres plateformes?
Oui. Ça, mettons, c'est comme la façon la plus facile. Mais moi, en dedans de moi, je suis vraiment un dev iOS. Puis là, je le dis pas trop fort, là, mais tu sais, en dedans de moi, je care vraiment plus pour iOS que pour Android. Je care pour Android, mais iOS, c'est comme ma plateforme. Pour vrai, une fois que tu es bon avec le framework, une fois que tu comprends comment il fonctionne, ça va aussi bien de travailler sur iOS ou sur Android. Par contre, tu as un petit compile time de plus sur iOS, étant donné que dans le fond, il faut qu'il régénère ton framework quand tu changes ton code commun. Mais l'intégration est vraiment très nice là, parce que dans le fond, il s'intègre dans ton build time, puis lui, il fait dans le fond un check avec Gradle si tu as modifié du code, puis il redéploie. Donc, mettons, je dirais, si tu es un dev qui commence chez nous, je vais te dire, ben, probablement tu devrais commencer sur Android, mais les devs qui carrent vraiment plus sur iOS ou n'importe quoi sont très à l'aise, puis ils commencent plus par la version iOS parce que c'est bien plus fun de faire du UI sur iOS. Allô? Allô? Oui, vraiment. Dans le fond, le code commun qui a été écrit en Kotlin, c'est vraiment du code qui est plateforme agnostique. Genre. Il y a pas, il y a, tu ramasses ça avec plein de if, genre if TV, if. Tu sais, moi, c'est ça mon. À toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui a le goût de faire ça, là, il y a une grenouille qui meurt. OK? Non, pour vrai, ces choix-là, ça devrait tout le temps être des choix fonctionnels. Puis ça ne veut pas dire, que on n'a pas ce genre de concept-là, mais on va l'exprimer d'une manière fonctionnelle. Puis, mettons, pour te donner un exemple, c'est chacune des plateformes vont injecter mettons, au boot time de la librairie, là, chacune des plateformes vont injecter un genre de « Hey, voici, moi, les features que je supporte ». Fait que là, dans le fond, c'est... par exemple, regarde, on a fait un app Bluetooth. Le web n'a pas de Bluetooth. Fait que dans le fond, la plateforme donnait, dans le fond, des capabilities, puis il n'y a pas de capabilities Bluetooth. Fait que là, c'est plus dans cette optique-là qu'on va y aller. Puis, je dirais même, là, ça arrive à l'occasion, puis je pense que c'est comme la meilleure pratique, c'est qu'au lieu, mettons, qu'est-ce qui est fronté là, à la plateforme, ben, c'est plus préférable d'y aller par les plateformes communes. Fait que, si, mettons, tu es un app mobile, là, ce qui est fronté à toi, c'est vraiment comme la partie mobile. Puis là, l'app TV, elle a comme son front à elle. Puis en arrière, dans le fond, ça utilise le même code. Puis on va faire ça même si le code est pareil. Là, bien, fondamentalement, ça va être des classes vides qui font juste comme utiliser la classe parente. Mais on s'arrange plus pour faire ça, pour que ça ait vraiment plus de sens d'un point de vue code puis maintenabilité. Allô? Allô? All right, ça marche. Moi, j'avais une question de. Ça a triggeré mon langage fonctionnel. Mais j'avais une question d'immutabilité. En fait, en général, mettons, tu parlais justement d'atomic reference, puis ces affaires-là. Puis il y a probablement des limitations techniques clairement en mobile que je vois pas. Mais tu sais, mettons, des atomes, c'est souvent comme ton dernier recours, on va dire ça comme ça, en fonctionnel. C'est le genre d'affaires qui était comme. En tout cas, on essaie souvent d'éviter. Je me demandais, à quel point est-ce que le code, justement, suit le paradigme justement d'immutabilité ou vous avez vraiment décidé comme de dévier de ça et de dire non, nous autres, on le casse un peu dans le fond, ce paradigme-là? Wow. OK. Conceptuellement, le concept d'atomic référence, on va s'en servir juste des transformations qui ont besoin de garder un contexte. Comme par exemple, mettons que je prends requête HTTP, point, transforme-là pour aller me chercher le premier user, point. Puis là, mettons, il y en a un qui est shared. Puis là, le shared, lui, il permet, dans le fond, que tout le monde qui vont se connecter dessus, ils vont partager le même résultat. Bien, nécessairement, ce résultat-là, il faut que tu le gardes à quelque part. Fait que là, on va utiliser l'atomic référence-là. Mais admettons, quand on va coder, fait que quand on va créer notre app, quand on va créer notre code commun, là, c'est une autre question de grenouille qui meurt. Là. Si tu écris un atomic référence, là, ça se peut que ta pull request soit rejetée. Là. Fait que c'est comme, oui, il faut se tenir très, très, très loin de ce modèle-là parce que le concept est beaucoup plus au niveau de l'observation. Donc, si tu as besoin de mettre une variable qui a besoin de changer, bien, crée-toi un publisher de ce variable-là, puis c'est lui qui va dispatcher cette variable-là. Je m'excuse la question.
tout le monde peut poser des questions, si vous avez des questions. C'est pas juste notre table. Mais moi, ce que je me demande, gros fan de Kotlin, j'aime vraiment ce langage-là. Donc, vous avez votre stack partagé pour vos différentes apps. Est-ce que vous partagez du code aussi server-side avec Kotlin, intégration avec JVM ou avec les différentes compilations que vous êtes capable de faire? J'assume que vous faites des API calls à vos serveurs, services, donc peut-être les objets que vous transportez sur ces API calls, les définitions des signatures, ce genre de choses-là. C'est pas quelque chose qu'on a, c'est pas quelque chose qu'on a encore regardé, mais une des grosses raisons, là, c'est que chez Mirego, mettons le go-to back-end platform, c'est Elixir. Donc, nécessairement, là, il y a un mismatch entre ça. Puis, l'autre partie, puis là, c'est que, tu sais, mettons, pogner des devs mobiles puis les amener dans ce genre de plateforme-là, c'est plus naturel que de pogner des devs web, des devs back-end, puis de les envoyer dans du multiplateforme. Donc, je pense qu'on est encore un peu en train de regarder ça, d'apprivoiser, en fait, toutes les possibilités de ce langage-là. Mais je dirais qu'à court terme, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de regarder. Là. Super, merci. Super le bon talk. Une petite question, tu sais, souvent on jase de quand que ça va bien, mais on peut jaser aussi de quand que ça va un peu moins bien. Puis un des trucs qui est le fun avec du code transpilé, c'est qu'on peut débugger le code qui est transpilé. Fait que, comment ça marche avec Kotlin Platform quand tu as un bug qui est juste sur iOS? Est-ce que tu es obligé de décompiler ton code ou bien tu as du tooling pour débugger? Hey, bonne question. Dans le fond, c'est vraiment difficile jusqu'à temps que tu installes AppCode puis le plugin AppCode. Puis là, quand tu as le plugin AppCode, ce que ça fait, c'est que ça te permet de tracer dans ton code Kotlin à partir d'iOS. C'est vraiment bien fait. Là. Donc, là, ça fait un peu fucked up de passer de Swift à Kotlin quand tu débugs du iOS, mais ça marche vraiment très, 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 très bien. Donc, ça, c'est pour la partie mobile. Pour la partie JavaScript, le code qui est généré en JavaScript n'est pas totalement dégueu. Fait que c'est quand même... Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est super important. Je veux dire, tu sais, quand tu arrives pour débugger du code multiplateforme, ben, si le code est complètement dégueu, c'est vraiment tough de réussir à tracer et à comprendre, le A plus B, puis non. Fait que le code est vraiment super lisible. Fait que c'est super facile de traquer puis d'arriver à tes fins sans avoir besoin de mettre des println partout puis de réussir à t'en sortir. Est-ce qu'avec Kotlin, tu peux aussi faire des applications natives desktop? Oui, absolument. En fait, dans le fond, au début, là, j'ai comme rushé un peu avec mon laptop. Puis quand je pesais sur Next Slide, ça skippait des slides. Là, j'ai capoté ma vie. Là, mon stress est passé. Là. Mais grosso modo, Kotlin multiplateforme, là, ça va même sortir du C, ça va sortir tout ce que LLVM est capable de sortir. Fait que tu es capable de faire des apps Linux, tu es capable de faire des apps Windows, tu peux faire des exécutables. Ça sort en vraiment, vraiment beaucoup de formats. Par contre, je ne peux pas tant en parler parce que je ne les ai pas tant explorés. Je connais que la possibilité existe. Mais pour vrai, je suis quand même pas mal de la communauté. Là, puis ces parties-là, ils ont l'air vraiment bien maintenus puis vraiment solides. Mais j'ai aucune idée qu'est-ce que ça donne au niveau de la gestion de mémoire puis performance. Hey, merci à tout le monde. Allô? Encore moi? Excusez-moi, Un j'ai peu une late, question. ça. Une des questions, je ne connais pas beaucoup Kotlin, mais je voulais savoir tout ce qui est fonctionnalité native, là, par exemple, là, biométrie, accès à reconnaissance faciale, accès à la caméra. C'est-tu par là que tu vas gérer tout ça ou tu vas devoir le refaire pour chaque application? Non. Pour vrai, dans le code commun que tu peux écrire, là, c'est vraiment, je dirais, de base. Tu sais, des maps, des listes, des if, des for, des while. C'est un peu ça que tu vas écrire dans ton code commun. Fait que, mettons, l'accès... là, je peux donner, mettons, un exemple. Là. Mettons, nous autres, on utilise du Bluetooth. Là. Fait que c'est un peu le même concept pour la caméra et toutes ces choses-là. Fait que, tu sais, nous autres, on va se créer des interfaces puis on va dire, ben si tu as besoin du service de facial recognition, ben on va injecter cette interface-là
dans notre librairie commune. Puis là, notre librairie commune va l'utiliser. Mais nécessairement, toutes ces implémentations-là doivent être faites par plateforme parce qu'ils ne se comportent pas pareil. Ils ont vraiment une grosse différence. Puis, même, mettons, dans le code commun, il n'y a même pas de gestion de charset. Eux autres, ils ont vraiment gardé ça ultra dead simple. Puis, c'est à toi, dans le fond, de figure out comment tu fais ton formatting ou ton utilisation des features par plateforme. Super, merci. Merci.